On se retrouve pour la review de Money in the Bank 2018, le pay-per-view de la WWE qui a eu lieu donc dimanche soir. Donc première information, il faut savoir en fait que maintenant les pay-per-views de la WWE durent 4 heures et non plus 3 heures depuis que Raw et SmackDown en fait ont été réunis pour les shows mensuels. Donc à noter, maintenant il commence à 1h du matin heure française et donc 1h05 sur AB1 pour avoir les commentateurs français Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Donc on va revenir sur chaque match et voir un petit peu ce que ça a donné, ce qu'on a aimé ou pas, en commençant par le pré-show. Donc le pré-show qui a commencé à minuit heure française, qui a duré 1 heure, et le seul match qu'on a eu c'était les Good Brothers Gallows et Anderson contre les Bludgeon Brothers Harper et Rowan, des champions par équipe de SmackDown. Donc il n'y avait pas vraiment de suspense au niveau de ce match parce qu'on se doutait que Harper et Rowan allaient l'emporter. C'est actuellement en fait l'équipe indestructible de SmackDown. Donc bon, on n'allait pas leur enlever le titre aussi rapidement que ça. Maintenant en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans le match, c'est que c'était pas un match à sens unique. Gallows et Anderson ont pour moi pu montrer ce qu'ils valaient, même si le match n'a pas été vraiment très long. Et la foule de Chicago était clairement derrière eux toute la soirée. Donc c'était un bon match pour le pré-show, ça a bien chauffé la foule qui commençait à arriver sur place. Maintenant en fait moi ce que je me demande c'est qu'est-ce qui va se passer avec Gallows et Anderson après ce match. Parce que là, ils viennent de perdre contre les champions par équipe. Logiquement, je ne les vois pas continuer cette rivalité parce qu'ils ont perdu clean. Donc ce que j'espère en fait, c'est qu'ils vont avoir une rivalité avec une autre équipe, même si c'est pas pour le titre, mais au moins en fait qu'on puisse les voir dans le show et qu'ils aient quelque chose à faire, qu'ils aient une histoire en cours. Parce que comme je vous l'avais dit dans mes prédictions, ces deux catcheurs sont deux des personnes les plus intéressantes je trouve à SmackDown. C'était même à un moment l'équipe majeure en fait de la New Japan. Avant qu'ils quittent le Japon, ils étaient multiples champions par équipe, surtout pour Anderson. Donc j'espère vraiment que la WWE va les mettre en avant, quitte à ce qu'au bout d'un moment en fait il faille séparer l'équipe et leur donner un petit run solo à chacun. Et moi personnellement je vois vraiment Anderson aller très loin si jamais il le lance solo à la WWE. Donc après on passe à la carte principale. Le premier match du show, l'opener, c'était Daniel Bryan contre Big Cass. Bon, c'était le deuxième match de la feud et moi je pensais qu'on allait avoir Daniel Bryan qui gagnait mais par disqualification, parce que je voyais bien potentiellement Big Cass s'énerver à la fin du match, péter un câble et agresser en quelque sorte Daniel Bryan. Mais au final, en fait, pas du tout. Et d'un côté, ça me rassure parce que ça montre que la WWE est vraiment derrière Daniel Bryan. Ils veulent le rétablir en tant que catcheur en fait dominant, dangereux, qui peut gagner contre n'importe qui, même contre un monstre. Et ça a toujours été un petit peu le rôle de Daniel Bryan, cet underdog qui peut gagner même contre les grands monstres de la WWE. Donc ça m'a fait plaisir de voir qu'il ait gagné de manière clean contre Big Cass. Et j'espère que c'est la fin de la rivalité et qu'on va passer à des choses en fait plus sérieuses maintenant pour Daniel Bryan. C'était bien comme feud avec Big Cass pour le remettre dans le bain en fait maintenant qu'il est de retour. Ça faisait quand même 3 ans qu'il n'avait pas catché. Donc on pouvait pas tout de suite le mettre dans une rivalité contre l'un des meilleurs catcheurs de SmackDown, de peur en fait que la rivalité ne soit gâchée parce que Bryan n'était pas encore prêt. Là on a vu qu'il est prêt, il a tenu plus d'1 heure dans le Royal Rumble match en Arabie Saoudite. Les différents matchs solo qu'il vient d'avoir sont plus que corrects. Comme il a dit lui-même dans les interviews, en fait c'est un petit peu une question de poids. Il ne pensait plus qu'il allait retourner dans le ring à la WWE, donc il avait perdu pas mal de poids. Et ça se voit un petit peu dans le ring. Il suffit qu'il retrouve une dizaine de kilos et on retrouvera vraiment le Daniel Bryan qui avait pris sa retraite il y a 3 ans et qui était au top de la fédération. Ce qui était marrant aussi durant le show, et ça a commencé avec le premier segment où Kevin Owens était en backstage avec les New Day et a essayé de les soudoyer pour qu'ils travaillent ensemble lors du match contre Braun Strowman. Alors il leur avait ramené un sac poubelle rempli de pancakes et 2 packs de sirop d'érable. Et durant tout le show en fait on a vu Kevin Owens aller essayer de s'allier avec ses adversaires. Et bien sûr à chaque fois il se prenait un gros refus. Mais c'était très marrant parce que ça colle vraiment au personnage de Kevin Owens, prêt à tout pour gagner. Deuxième match de la soirée, Bobby Lashley contre Sami Zayn. Je vais vous avouer que j'ai même pas vraiment fait attention au match, tellement en fait j'étais pas intéressé par cette feud comme je l'avais expliqué dans mes prédictions. La rivalité a été très mal faite, c'était pas intéressant et j'étais pas vraiment intéressé par qui allait gagner ce match, sachant que de toute manière je ne pensais absolument pas que Zayn allait gagner. Et on sait comment la WWE adore les grands mecs musclés et c'est ce qu'ils souhaitent mettre en avant, donc Lashley est là pour être mis en avant à la WWE. Et malheureusement ils ne prennent pas vraiment Sami Zayn au sérieux. Donc Sami Zayn a perdu de manière très nette en moins de 7 minutes. Ça va pas heurter son personnage plus que ça dans le sens où Sami Zayn en fait peut se remettre d'une défaite. Mais après aussi, ça va pas heurter son personnage plus que ça, dans le sens où Sami Zayn n'est même pas établi réellement à la WWE. Donc au final, c'est un catcheur moyen, et une défaite de plus ou de moins pour lui, ça change pas grand chose. Par contre, des victoires, ça changerait grand chose. Donc maintenant, il serait temps un petit peu de lui en donner, de le mettre dans des rivalités où c'est lui qui peut prendre l'ascendant sur son adversaire. Ça va pas rester un heel peureux toute sa vie en fait, et au bout d'un moment, ce serait bien aussi qu'il gagne des titres. Il est content d'être à la WWE, c'est certain, mais lui-même le dit dans les interviews, il espère en fait qu'on n'oublie pas qu'il souhaite être champion du monde et il espère en fait qu'aux yeux des dirigeants de la WWE, dont Vince McMahon, il a l'air d'un champion du monde. Mais personnellement, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que les dirigeants de la WWE ne voient pas en Sami Zayn un champion du monde. Maintenant, j'espère que ça va changer et qu'au bout d'un moment, on lui donnera sa chance. On passe au troisième match de la soirée avec Seth Rollins contre Elias pour le titre intercontinental. J'ai adoré ce match pour 2 raisons. D'abord parce qu'honnêtement, il était génial. Et pourquoi il était génial? Parce qu'on avait Seth Rollins qui était dedans. Rollins est actuellement le meilleur catcheur de la WWE de loin, je pense, que ce soit au niveau des réactions de la foule ou au niveau du catch. Les matchs qu'il nous sort semaine après semaine sont toujours géniaux. Même que ce soit des matchs juste de 5 ou 10 minutes à Raw ou alors que ce soit les matchs en pay-per-view, c'est toujours très bon. Et il sait exactement comment faire réagir la foule. Donc un match de Rollins, c'est forcément déjà un point positif. Maintenant, en fait, le deuxième très gros point positif du match, c'était Elias.
D'abord, on a eu le droit à un petit moment avec Elias au micro, ce qui fait toujours plaisir parce que voilà, il sait exactement comment jouer avec la foule. Mais en fait, ce qui m'a fait surtout plaisir, c'est de voir Elias prouver à tout le monde qu'il peut nous sortir de très très gros matchs. Alors bien sûr, c'était avec Seth Rollins, mais honnêtement, c'est pas la première fois qu'il nous montre qu'il peut tenir avec les main eventers de la WWE. Mais là, c'était pas juste tenir en fait. Il a totalement aussi géré sa part du boulot. Quand il a eu 2-3 retours, des comebacks contre Rollins, c'était totalement crédible. Et la foule y croyait, même moi en fait à la fin, j'y croyais un petit peu et je me disais pourquoi pas faire gagner Elias en fait. J'espérais vraiment même à la fin qu'il gagne le match. Ça montre à quel point en fait on était pris par le match et donc à quel point les catcheurs faisaient bien leur travail. Pour moi, ça veut vraiment dire en fait que Elias, c'est le pack complet. Il y a tout dans Elias. Il est parfait au micro et il est déjà très très bon dans un ring alors qu'honnêtement ça reste un rookie. Il n'a pas une expérience énormissime. Il a été très peu de temps à NXT et en plus il ne catchait pas énormément. Et depuis qu'il est arrivé à Raw, il n'a pas beaucoup de matchs. Chaque semaine on va le voir faire une chanson et aussi se faire exploser la gueule par quelqu'un. Mais au final des matchs pour pouvoir montrer ce qu'il vaut et pour pouvoir apprendre, il n'en a pas eu beaucoup. Et là vraiment le fait de voir que le match avec Rollins était si bon, c'est vraiment très très bon signe pour le futur d'Elias parce qu'il n'y a rien qui le retient au final. Si lui ne fait pas d'erreur et que la WWE continue avec ce perso, Elias est fait pour finir au top de la fédération. Petite tricherie de Rollins à la fin qui a gagné en fait en tenant le pantalon d'Elias, ce qui est interdit bien sûr, mais l'arbitre en fait a expliqué à Elias qu'il qu'il ne l'avait pas vu faire sur le moment. Donc la feud va continuer entre ces deux-là et on va avoir un match retour logiquement le mois prochain. Personnellement, je ne demande que ça parce que le premier match a été tellement bon que j'ai très hâte de voir le deuxième. Et donc on passe au premier ladder match, le Money in the Bank match féminin. Comme je vous l'avais dit, en fait, moi j'avais plusieurs vainqueurs en tête. J'hésitais entre Alexa Bliss et Ember Moon, mais je préférais que ce soit Alexa Bliss qui remporte le match. Donc personnellement, je suis ravi. Et une fois que j'ai vu la position de ce match et qu'il était quatrième sur la carte, ça m'a vraiment renforcé dans l'idée en fait que le vainqueur de ce match allait attaquer Rousey et Jax plus tard dans la soirée. Maintenant, je n'avais pas prévu que ce soit Bliss qui fasse ça, mais au final, en fait, l'idée était encore mieux, je trouve. Parce qu'il fallait que ce soit la méchante du match qui gagne le titre pour pouvoir faire ça contre Rousey. Très rapidement sur ce match, j'ai trouvé que Naomi a été un petit peu la Kofi Kingston du match, dans le sens où elle arrive un petit peu à faire des choses dont on ne s'attend pas, dont le fait de faire un springboard en fait à partir des cordes pour se retrouver sur l'échelle. Il y a eu pas mal de séquences très intéressantes. On voit que le match avait été travaillé par les lutteuses qui d'ailleurs avaient raté en fait les house shows de la veille pour pouvoir effectuer une répétition du match. Donc le match avait été répété et honnêtement c'est très intelligent parce qu'un match de l'échelle au final c'est un match très dangereux. À la base c'est surtout effectué par des hommes donc les catcheuses ne sont pas forcément habituées à ce type de match. Donc le fait d'avoir répété la veille je pense a clairement aidé le niveau du match. On n'a pas eu grand botch au niveau du match en fait. Le seul petit problème qui est arrivé une fois ou deux, je saurais plus dire exactement qui c'était qu'il y avait des moments où les catcheuses regardaient trop en fait en arrière pour voir si la personne qui devait intervenir était là ou alors quand quelqu'un devait décrocher la manette. Parfois ils arrivaient trop rapidement et la personne qui devait intervenir n'était pas prête. Donc ça après c'est une question de timing. Et le problème c'est quand il y a 8 catcheurs dans un ring, le timing c'est très très compliqué. Donc moi personnellement j'en veux pas aux catcheuses et j'ai trouvé que le match était très très bon. Je suis ravi de la victoire d'Alexa Bliss. Et le reste du déroulement de la soirée personnellement m'a beaucoup plu. On en parle un petit peu plus tard. Donc après, le héros de la WWE, Roman Reigns contre Jinder Mahal. Malgré le fait que j'avais choisi Roman Reigns comme vainqueur dans mes prédictions, j'espérais vraiment que Jinder Mahal remporte le match parce qu'au final, il a beaucoup plus de défaites que de victoires dans ces derniers temps. Et puis surtout, ça aurait pu être intéressant pour prolonger la rivalité. Mais bon, Roman Reigns c'est un super héros. Roman Reigns va gagner, même quand Sunil Singh va essayer d'intervenir dans le match. Au final, Roman Reigns n'a aucun souci pour remporter le match, même dans une situation où Jinder Mahal triche et qu'ils sont plus ou moins 2 contre 1. Donc bon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ça? Le match était correct. Après, personnellement, c'est pas pour critiquer, mais le problème c'est que les matchs de Roman Reigns c'est toujours les mêmes. Donc après, si on a un très bon adversaire en face, en fait, ça peut être intéressant. Mais si on a des catcheurs qui sont plutôt moyens et qui gèrent bien juste ce qui est basique, ça va toujours nous donner les mêmes matchs. Et le problème c'est que Jinder Mahal, aussi bon qu'il soit dans le ring, est un catcheur plutôt basique et qui se débrouille bien, mais sans plus. Donc quand on met lui plus Reigns dans un match, ça donne un match bateau, sans trop d'émotion. Et puis Roman Reigns qui réussit à survivre à tout, personnellement, moi en fait, j'accroche plus du tout. Le personnage actuel de Reigns avance trop en rond et n'est absolument pas intéressant selon moi. Donc j'attends de voir une évolution, mais d'un côté je suis pessimiste. J'ai l'impression que pour le moment il va rester cette espèce de face qui se fait totalement huer par la foule et qu'il va accepter cette situation et remporter le titre en battant Brock Lesnar. Donc bon, si c'est ce que la WWE souhaite, pourquoi pas. Mais bon, c'est un petit peu trop mou en fait, moi je trouve, et c'est plus très divertissant. Donc après, on passe au match pour le titre féminin de SmackDown entre Carmella et Asuka. Donc première grosse surprise de la soirée, le retour de James Ellsworth. Personnellement, je suis super content de le revoir de retour à la WWE. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup son histoire. C'était un jobber qui était un catcheur dans les ligues indépendantes et qui n'était pas connu du tout. Au final, grâce à un segment et un match face à Braun Strowman lors de Raw, où il a vraiment su comment se comporter au micro, il a lancé totalement un mouvement derrière lui et les réseaux sociaux l'ont tellement suivi que la WWE a été obligée de le signer à l'époque parce qu'au final c'était devenu une espèce de mascotte en fait. Maintenant ce qui était marrant c'est que ça faisait plusieurs semaines qu'il avait des rumeurs comme quoi il allait être à Money in the Bank, mais il était actuellement booké en fait pour un show de catch en Chine. Donc on pensait qu'il n'allait pas être présent, mais au final la WWE a dû lui proposer un gros chèque et donc il a sûrement annulé sa date en Chine et il était présent à Money in the Bank.
Il est de retour aux côtés de Carmella et je trouve que c'est une très belle association. Maintenant, j'ai eu un problème sur ce match, j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est que je n'ai pas compris en fait la réaction d'Asuka quand elle a vu son espèce de double devant elle. Parce qu'au pire, ça peut être quoi? C'est juste quelqu'un qui est déguisé comme toi et qui a juste mis les mêmes vêtements que toi et le même masque. Donc à la limite, si ses vêtements et son masque avaient une signification, ou alors si on connaissait une histoire comme quoi elle avait un double maléfique, ou alors une ennemie de son passé qui pouvait revenir, on aurait compris ce qui se passait. Mais là, en fait, on a juste eu l'impression qu'elle avait peur de quelqu'un qui mettait les mêmes vêtements qu'elle, sachant qu'au final, en plus, c'était Ellsworth, donc c'était rien d'effrayant ou de particulier. Je ne comprends pas trop ce qu'elle imaginait, en fait, ou ce qu'on était censé croire. Est-ce qu'elle pensait, en fait, que c'était un de ses clones du futur ou du passé qui était venu à son époque pour la confronter? Je comprends pas trop la réaction qu'elle a eue. Donc j'espère qu'elle expliquera à SmackDown, parce que sinon, en fait, c'est illogique. Le fait de juste voir quelqu'un qui porte un masque de ta gueule et de rester totalement choqué comme ça a pas trop de sens. Donc bon, victoire de Carmella, et je suis très heureux de ça, parce que Carmella joue parfaitement la peste méchante, en fait, et elle fait une très bonne championne. Elle arrêtait pas de se vanter de ses 2 victoires contre Charlotte, mais alors maintenant en plus elle va rajouter la victoire face à Asuka, donc on risque vraiment de l'entendre pas mal se vanter à SmackDown, et donc j'ai hâte de voir l'union avec Ellsworth, ce que ça va donner, sachant que cette fois-ci j'espère qu'ils vont mieux l'utiliser, et que ça va pas juste être un toutou de Carmella. Si à la fin son personnage n'était plus intéressant et qu'il s'est fait virer, c'est parce qu'en fait il l'avait mal utilisé. Juste être le toutou de Carmella, ça sert pas à grand chose. Par contre, s'ils lui donnent une autre couche et qu'ils le font catcher de temps en temps, ça serait assez intéressant. Ce gars est un catcheur et il sait plutôt bien catcher, donc pourquoi ne pas l'utiliser un petit peu plus fréquemment? Je ne demande pas du tout à ce qu'il gagne des titres, mais par contre le fait de lui donner une certaine crédibilité et de montrer que c'est un lutteur, ce serait déjà ça. Donc on verra ce que fait la WWE avec lui, et est-ce qu'il est de retour à temps plein, ou alors est-ce que c'était seulement pour une soirée. Donc après le match pour le titre de championnat du monde de SmackDown, AJ Styles contre Nakamura. Honnêtement, en fait, moi, j'ai pas adoré le match, mais c'est pas contre Nakamura et Styles, c'est plus contre la stipulation du match. Je n'aime pas trop les last man standing parce que je trouve que c'est trop lent. Le fait de devoir attendre toujours jusqu'à ce compte de 10, sachant qu'en fait, pour les 15 premières minutes, on sait très bien que le catcheur va se relever. Donc c'est plus de l'attente qu'autre chose et il n'y a pas vraiment de suspense au départ. Il y a du suspense juste dans les 5 dernières minutes, quand on sent que c'est la fin du match et que là on se demande si le catcheur va se relever ou pas. Mais bon, dans les 15 premières minutes, il n'y a quasiment aucune chance que le catcheur ne se relève pas. Donc c'est trop lent comme match à mon goût. Après, j'ai bien aimé le fait qu'ils fassent des clins d'œil à leur match précédent. Bien évidemment, Nakamura a encore une fois tenté de se low blow, mais apparemment, en fait, il n'arrive pas à battre AJ Styles et AJ Styles est supérieur à lui actuellement à SmackDown. Donc je pense qu'il est temps pour Nakamura de passer à autre chose. Maintenant, il faut chercher un petit peu dans les babyface qui est libre à SmackDown et qui vient de terminer une feud. Il suffit de regarder plutôt dans le show. Daniel Bryan vient de battre Big Cass et est maintenant plutôt libre du côté de SmackDown. Alors je sais pas pour vous, mais moi personnellement, une feud entre Nakamura et Daniel Bryan, ça me donne grave envie. Donc imaginons que la WWE ose sauter le pas et lance Daniel Bryan contre Nakamura. Je pense qu'on risque d'avoir des super matchs, mais à côté de ça, pas seulement, on peut avoir des très très bons segments aussi. Parce que Nakamura en heel est clairement marrant et divertissant, et Daniel Bryan c'est les deux. Il peut être très sérieux quand il le veut, mais à côté de ça on sait qu'il peut être très drôle et attachant au micro. Donc une feud Nakamura contre Daniel Bryan, ça pourrait être très très bon du côté de SmackDown. Et ça pourrait rajouter un petit peu de peps et de piment au show parce que je trouve que ça en manque actuellement. Ensuite, on a une Nia Jax contre Ronda Rousey pour le titre féminin de Raw. J'ai beaucoup apprécié le match en fait parce que j'ai bien aimé ce jeu entre la puissance de Nia Jax et l'explosivité, on va dire, et la force de Ronda Rousey. L'affrontement contre Jax était intéressant dans le sens où en fait ils ont bien joué sur le fait que Rousey n'a jamais combattu en fait contre des femmes qui étaient vraiment beaucoup plus massives ou fortes qu'elle, parce que justement il y a des catégories de poids à l'UFC, donc on va toujours lutter contre des personnes qui ont plus ou moins notre poids. Dans le catch, ça n'existe pas, à part bien sûr Cruiserweight et Heavyweight. En tout cas, à la WWE, encore chez les femmes, ils ne font pas la différence. Donc comme elles sont toutes dans la même catégorie, c'était justement la première fois qu'on allait voir Rousey faire face à quelqu'un qui est beaucoup plus imposant qu'elle. Et c'était cette dynamique qui était assez intéressante pendant le match. Maintenant, par contre, quand Rousey se tenait à fond, et il suffisait de le voir au moment où elle a effectué en fait cette espèce de judo throw, cette prise de judo sur Nia Jax, Rousey est clairement entraînée. Donc elle sait très bien jouer en fait sur le poids de ses adversaires et pour elle ce n'est absolument pas un problème. Et même au contraire de ça, pour les personnes qui connaissent le judo, le fait que l'adversaire soit plus lourd, parfois ça l'aide à le mettre au sol. Et donc la fin du match était vraiment intéressante parce qu'on voyait Rousey qui pouvait encaisser et encaisser pendant tout le match, mais au final à la fin, il suffit d'un instant pour qu'elle réussisse à porter une clé de bras ou un choke et remporter le match. Elle était à 2 doigts justement de remporter le match quand Alexa Bliss est intervenue dans le match pour encaisser sa mallette. C'était un très bon moment parce que la foule de Chicago était totalement derrière Alexa Bliss à ce moment-là. Mais moi ce que j'ai aimé dans le fait qu'Alexa Bliss intervienne, c'est qu'en fait elle s'est créée 2 ennemis. Elle a renforcé la relation de haine qu'elle a avec Nia Jax, sachant que les deux étaient en feud. Maintenant Nia Jax va clairement avoir la haine encore plus contre Alexa Bliss parce qu'elle vient lui voler son titre. Mais à côté de ça, ce qui était très intéressant, c'est de voir la manière dont elle a attaqué Rousey.
et dont elle s'est acharnée sur elle en lui portant plusieurs coups de mallette, vraiment pour lui faire mal et essayer potentiellement même de la blesser. Tout ça, ça permet en fait de semer les graines d'une potentielle rivalité derrière, et donc de mettre en place déjà la prochaine adversaire de Rousey. Et c'est bien que ce soit un petit peu une heel peureuse, parce que ça veut dire qu'elle pourra utiliser toutes les tactiques pour remporter le match et ne pas hésiter à tricher, parce que sinon en fait en un contrat, clairement, Alexa Bliss n'a pas la crédibilité, ni l'expérience, ni l'entraînement pour pouvoir battre Ronda Rousey, donc au final elle n'est pas crédible. Son niveau dans le ring n'est pas crédible pour pouvoir faire peur à Rousey, mais le fait que ce soit une championne qui est prête à tout pour l'emporter va justement rendre cette feud un petit peu plus intéressante. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer entre Rousey, Bliss et Jax. Et enfin pour le Money in the Bank masculin, donc déjà première erreur, je pensais que c'était Biggie qui allait être le membre des New Day qui allait être dans le match, mais au final c'était Kofi Kingston. Et ça paraît totalement logique quand on y réfléchit parce que Kofi Kingston, c'est un peu Monsieur Cascade, c'est toujours le catcheur qui va essayer de faire quelque chose de spectaculaire, que ce soit dans les matchs de l'échelle ou alors dans les Royal Rumble par exemple. Et c'est aussi le membre le plus ancien de New Day et celui qui a un meilleur palmarès au niveau solo. Donc au final, c'était logique que New Day choisisse Kofi Kingston et il a fait un très bon match. Après, au niveau du résultat, j'ai envie de dire que c'était plus ou moins logique aussi. Je ne voulais pas croire que la WWE allait donner la manette à Braun Strowman parce que Braun Strowman en fait n'a pas besoin de la manette à mes yeux. C'est un monstre, c'est clairement l'un des prochains champions de la WWE. Je veux dire, il a tout. Il a le physique, il a le charisme, il a la présence. Il est plutôt correct au micro quand il est sérieux, mais aussi quand il essaye d'être divertissant. Par exemple, quand il était en équipe avec Alexa Bliss. J'ai vraiment pas trouvé qu'il y avait quelque chose qui ressortait en particulier de ce match, à part bien entendu les très très gros bumps. Par exemple, cette histoire au début avec le fait d'enterrer Strowman sous toutes les échelles, c'était pas mal. Puis Strowman qui jette Kevin Owens du haut de l'échelle sur cette espèce de plateforme, c'était encore une fois une très belle image. Ça fait penser un petit peu au gros bump à la Shane McMahon. Donc le match était vraiment correct. Maintenant, le vainqueur ne me plaît pas plus que ça parce que comme je l'ai dit, il n'a pas besoin de la mallette. Strowman va gagner le titre de toute manière dans le futur. J'aurais vraiment vu quelqu'un d'autre avec la mallette, notamment un Finn Balor ou The Miz, qui sont des catcheurs justement beaucoup moins imposants physiquement et qui auraient vraiment pu utiliser cette mallette pour expliquer un run en tant que champion par le futur. Mais bon, on verra ce que ça va donner pour Strowman. Maintenant, le problème avec Strowman, c'est que bon, avoir une mallette c'est cool, mais quand t'as pas de champion qui est là, comment tu fais pour encaisser? Et ouais, il est pas con Lesnar, les gars. Il est là une fois tous les 2 mois, donc qu'est-ce que tu vas faire? Moi, ce que je trouverais très intéressant, en fait, c'est de retourner encore une fois le couteau dans la plaie de Roman Reigns, un petit peu à l'image de WrestleMania, quand il avait son match contre Brock Lesnar, et que c'était Rollins qui avait encaissé à ce moment-là pour lui voler le titre. J'aimerais bien qu'il arrive plus ou moins exactement la même chose, dans le sens où à SummerSlam, Roman Reigns battrait presque Lesnar, mais à ce moment-là, Strowman interviendrait et remporterait le championnat. Ce serait bon, en fait, de voler le titre une nouvelle fois à Reigns. Parce que bon, de toute manière, il est tellement hué par la foule que la foule actuellement ne veut pas le voir champion en tant que face. Donc ça pourrait lui donner une raison de plus en fait d'être énervé et frustré et d'effectuer ce fameux heel turn et devenir enfin un vrai méchant. Voilà, c'est tout pour ce show. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez aimé dans le show et ce que vous pensez qui va arriver dans les prochaines semaines. Si vous êtes d'accord un petit peu avec les différents scénarios que j'ai énoncés dans cette vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de la sortie de toutes nos prochaines vidéos. Ciao tout le monde!